Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nanette. Bonsoir Elsa. Tu sais, j'étais en train d'y penser. Depuis 1992, date du lancement de ce salon, je n'ai raté aucune édition de ce rendez-vous culturel. Gamine, on nous prenait à l'école. On nous amenait ici au salon du livre francophone. C'était pas au même emplacement. Un peu plus âgé, c'est avec mes parents que je venais, qui m'ont inculqué le goût de la lecture. Et maintenant, c'est mes enfants que j'amène ici, histoire de perpétrer la tradition. J'ai même envie de dire, il a accompagné ma vie, ce salon du livre francophone. C'est un rendez-vous incontournable de la culture, un rendez-vous sacré avec les livres. Et je m'étais rendu compte que finalement, même si durant toute l'année, on est pris à plusieurs occupations, ce rendez-vous nous réconcilie avec la culture et les livres. Voilà, c'est pour ma petite confidence sur le salon, Nanette. C'est un moment privilégié avec la culture. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir parce qu'on a tendance à être pris dans son rythme de vie quotidien. Et là, ça nous dit tout simplement arrêtez-vous. Le temps de 10 jours, prenez le temps de vous imprégner et de vous faire d'une plaisir. culture qui vous plaît finalement et qui est la plaisir. vôtre et qu'on s'est appropriée il y a très très longtemps puisqu'on parle de francophonie, cette année étant les mots des autres. C'est aussi encore une fois une autre ouverture sur le monde et c'est la vocation de ce salon. Justement. Bon, et donc on entame là tout de suite notre émission avec le quiz comme d'habitude. Pour en venir à notre quiz, vous êtes nombreux à y participer sur la page Facebook Salon du livre francophone de Beyrouth et vous faites bien. Vous courez la chance de remporter de nombreux lots de valeur lorsqu'on va faire le tirage au sort le dernier soir, le 10 novembre. Pour la réponse, d'abord à la question d'hier, combien de pays font-ils partie de la francophonie? Eh bien, ils sont 77 pays, Nanette. Voilà, ça, j'avais pas su répondre exactement, donc je remportais pas le quiz, ça c'est sûr. Il y avait pas mal de bonnes réponses, par exemple Denise Waquet, Georges Bittard, Johnny Bros. Donc vos noms vont entrer dans le tirage au sort du 10 novembre. Quant à la question d'aujourd'hui, c'est la suivante. Quel écrivain est le premier Libanais à faire son entrée à l'Académie française? Vous y répondez sur la page Facebook. À présent, notre rubrique Ne ratez pas. Ne ratez pas ce soir à 19h, rencontre avec Kathleen Mars, grande auteure haïtienne, autour de son livre Aux frontières de la soif. À 19h également, rencontre avec l'auteur de Le jour où je rencontrais ma fille, Olivier Poivre d'Arvor. À 20h à l'Agora, un concert, cette fois, concert donc de la musique, les guitares du Cèdre, par le Conservatoire national supérieur de musique. Et demain, outre l'atelier d'écriture de Kitabat à 14h, entre 14h et à 16h, remise de prix aux lauréats de jeunes critiques libanais et de lecteurs juniors. Et demain aussi à 17h, les écrivains voyageurs, une conférence avec des poids de la littérature comme Dominique Fernandez, Alexandre Najar et d'autres. Maître Ziad Baroud, bonsoir. Bonsoir. Vous ne vous contentez pas d'être dans le cœur de tous les Libanais, vous êtes au cœur aussi du Salon francophone du livre. On vous voit partout, à plusieurs jours, dans plusieurs événements. D'abord, vous avez participé, vous avez participé à la conférence Un acte de foi et un état de droit. Il y a quelques jours également dans le domaine juridique, vous participez maintenant, dans quelques instants, à la table ronde donc sur le contrat BOT, un accord gagnant-gagnant. Dans le cadre de ce Salon du livre, à quel point le juridique s'allie-t-il avec le littéraire, à votre avis? C'est complémentaire. C'est agréable de mettre un peu de littérature dans le juridique. Le juridique, c'est sec. La littérature, c'est plus agréable. Donc un peu de littérature dans le juridique, c'est pas mauvais. Il y a des juristes comme Alexandre Najar qui ont su combiner les deux. C'est une bonne façon de voir le droit sous un angle plus humain, je dirais. Plus humain, justement. Et au Liban, surtout, où le droit français a vraiment une grande importance, c'est un modèle aussi pour le droit libanais. Est-ce que le français garde-t-il sa place dans le domaine juridique en général? Pas tout à fait, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'anglais prend du terrain, c'est normal, c'est la langue du commerce international. Même les Français, en écrivant des contrats, souvent ils le font en anglais. Donc c'est pas par manque d'intérêt pour la francophonie, tant que c'est pour des raisons d'ordre pratique, d'ordre lié au commerce international, qui a adopté l'anglais comme langue
courante des affaires, quoi. Et là, il y a quelques instants aussi, on vous a vu avec Naji El Khouri. Vous avez signé, donc vous étiez l'un des 10 personnages à avoir signé la préface de son ouvrage dont on a parlé hier, Des goûts et des espoirs. C'est un ouvrage qui vous a intéressé, vous qui êtes également militant. Beaucoup, d'abord militant, mais c'est surtout le jeu de mots qu'il a, pardon, qu'il a si bien mené. Vous qui êtes adepte des jeux de mots. Et moi j'aime les jeux de mots. Naji est un militant, justement. C'est un homme des coulisses. C'est quelqu'un qui s'est servi de sa plume pour raconter un peu son militantisme et pour dire un peu sa révolte. Le livre est intéressant sous cet angle, sous l'angle d'une révolte bien pensée. Il a utilisé déjà le Facebook, il a utilisé la toile pour faire passer le message. Et là, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on raconte que le livre n'est plus très à la mode et que c'est la toile, c'est l'Internet qui prend qui est plutôt, surtout avec les jeunes, c'est la toile, c'est l'Internet. Naji a raconté par son livre, par son ouvrage, que ce qu'il a écrit sur Facebook, il a retransmis sur du papier, oui, dans un livre. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et vous qui êtes tellement aimé, surtout des jeunes, quel message vous pourrez leur faire parvenir dans un cadre pareil? Parce que Naji El Khouri a parlé de messages également aux Libanais, aux citoyens. Est-ce que vous avez un message particulier? Je n'aime pas trop prendre ce rôle de prêcheur. Non, pas du tout. Mais je sais que les jeunes sont, contrairement à ce qu'on pense que les jeunes ne lisent plus. Ce n'est pas vrai. Ils ont adopté une autre façon de lire. Au lieu de lire peut-être des livres, et ils lisent des livres, mais au lieu de lire que des livres, ils sont parfois sur leur petit mobile à lire des choses intéressantes, à lire un article, à lire. Peut-être que c'est un peu plus réduit qu'un livre, mais n'empêche que la lecture n'est pas vraiment totalement délaissée. Et dites-moi, avec toutes les occupations que vous avez, est-ce que vous trouvez le temps encore de lire vous-même? Ça fait partie de mon rythme biologique. Et quand c'est le cas, on trouve toujours le temps. La lecture, c'est un mode de vie, ça fait partie du quotidien. Et si on s'y habitue pas dès le très jeune âge... Justement, c'est un peu le but de ce salon. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en famille inculquer cette envie de lire. Absolument. Et votre livre préféré? Bon, dans l'absolu ou dans l'absolu? Non, dans l'absolu, ma réponse est très classique. J'aime beaucoup Khalil Gibran. Mais j'aime beaucoup aussi un livre de François Garagnon intitulé Jade et les sacrés mystères de la vie, que tu connais très bien. Oui, justement. Voilà. Merci beaucoup Ziad Baroud pour cet entretien et pour être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Je vous laisse avec vos multiples engagements. Merci beaucoup. Merci. Zena Abirached, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes illustratrice et auteure. Et depuis le tout petit Beyrouth Catharsis en noir et blanc, c'est Paris et toutes ces lumières qui vous enveloppent et vous abritent la plupart du temps. Édité en France, vous passez plus de temps aujourd'hui dans votre pays d'adoption qu'au Liban, qui toutefois continue de nourrir votre inspiration. Vous appartenez à cette génération des entre-deux-guerres qui ont dû et doivent encore définir les jalons d'une identité complexe. Aujourd'hui, je vous reçois pour Paris n'est pas une île déserte, une exposition qui aura lieu à l'Institut français. Alors pourquoi la ville lumière serait-elle une île déserte, Zena? C'est vrai que le titre peut surprendre, mais en visitant l'exposition, vous aurez l'explication assez rapidement. En fait, il s'agit... Elle débute le 14 novembre, faute de précision. Jeudi prochain. Et donc l'exposition commence sur une série de planches de bande dessinée en noir et blanc qui sont inédites pour l'instant. C'est un travail en cours que je montre quand même, où j'explore mon rapport à la langue française et à la France. Et le tout début de ces planches, je raconte comment je suis
le premier jour où je suis partie de Beyrouth pour aller à Paris, comment j'avais droit à une seule valise de 23 kilos et que 23 c'était aussi mon âge. Et que symboliquement, c'était comme si je devais emmener 1 kilo d'affaires par vie vécue, par année vécue à Beyrouth, et que j'avais un mal fou à faire cette valise. Et qu'à chaque fois que je mettais quelque chose dans cette valise, j'avais l'impression de répondre à la question, vous savez, la fameuse question, qu'emporteriez-vous avec sur une île déserte. Si vous, Ouais. voilà, sur une Et île vous avez déserte. répondu à la question? Et je n'ai Ça pas devait être un répondu à la déchirement, question. chaque objet qu'on devait laisser de côté. Effectivement, c'était un tri drastique. Mais ce qui est drôle, c'est que rétrospectivement, je me suis dit que à aucun moment je me suis dit que Paris est tout sauf une île déserte. Et il se passe dans cette petite tension, dans cette histoire assez simple, au fond, ce que j'essaie de raconter, c'est comment finalement on finit par s'adapter et qu'on arrive à mieux regarder ce qui nous entoure et à s'adapter à sa nouvelle vie. Voilà, donc c'est un peu ces thèmes-là que j'explore dans ces planches. Alors vous dites justement des planches inédites pour parler de mon rapport à la langue française. Oui. Ça doit être pas facile à montrer ça. Et il ressemble à quoi votre rapport à la langue française? Vous êtes né dedans, la langue française. Je suis née dedans, Ouais. justement. Alors je raconte aussi comment mon grand-père paternel était droguement pendant le mandat français. C'était le premier bilingue de la famille, le premier français aussi puisqu'il avait été naturalisé pendant le mandat français. Et moi je ne l'ai pas connu, donc c'est une figure un peu... que j'ai beaucoup fantasmé, disons. On m'a beaucoup parlé de ce grand-père, donc je l'imagine un peu derrière mon dos, me regardant quand je fais mes devoirs, parce qu'il se trouve que je faisais mes devoirs sur un bureau où il écrivait, où il travaillait en fait, où il écrivait ses traductions. Donc il se passe comme ça dans ces planches-là. J'essaie de raconter cette transmission justement de génération. Justement, on va y arriver. Justement, Oui. pour nous Libanais, la définition identitaire est un peu plus compliquée que pour les autres. D'où l'importance de l'héritage familial qui suscite toujours de nombreuses interrogations que nous évoquions, entre autres, il y a quelques jours avec Cherif Majdalani, Oui, Majdalani et son livre qui parle de ça. oui. Alors, combien cet héritage est-il lourd? Sinon, en quoi est-il enrichissant pour ceux qui appartiennent à votre génération notamment? Il est complexe cet héritage. J'essaye de l'apprivoiser, de le connaître avec toutes ces strates. C'est très lié aussi à l'histoire de Beyrouth, au fond, par rapport à ma génération. Ce Beyrouth qu'on n'a pas connu, dont on nous a tant parlé, dont on a hérité dans notre mémoire collective, qu'on ne voit pas toujours aujourd'hui sous nos yeux. On regarde là avec les téléspectateurs Oui, l'image quelques-unes est de un vos peu, planches que vous pouvez l'image est un peut-être peu les détailler. déformée, mais enfin voilà, on aperçoit mon grand-père qui justement est derrière mon dos quand je fais mes devoirs. Il y a sa cravate qui fait tout un tas de trucs, mais je ne vais pas vous raconter. Voilà, là mon père intervient, donc il y a toujours cette idée de la transmission générationnelle. Et évidemment... La Là, dernière planche regardez-moi. que vous avez aperçue. Bon, je ne vous raconterai pas tout. Il faut venir voir l'exposition pour découvrir ces planches-là. Justement, je veux la partie cachée de l'iceberg Alors maintenant, Zena Birachel. la partie cachée de l'iceberg, c'est mon travail d'illustratrice qu'on connaît moins bien, je pense, parce que voilà, ce ne sont pas, c'est des travaux qui sont assez épars au fond, des illustrations que j'ai faites pour la presse, pour des festivals, pour des affiches, pour des couvertures de livres, pour illustrer des livres aussi. Donc il y aura, je parle quand même d'un livre qui a été écrit au Moyen-Âge, qui s'appelle le livre du chevalier Ziphar, qui a été traduit en français pour la première fois par un petit éditeur, pour lequel j'ai fait 15 illustrations en noir et blanc, que vous pouvez découvrir aussi On veut lors de cette exposition. également faire découvrir aux téléspectateurs le court-métrage Oui, de Mouton. Oui. C'est un ouvrage dont on avait précédemment parlé. tout à fait. Et Mouton, c'est un peu votre tête. Un petit peu. Si on pouvait avoir quelques extraits de Mouton. Merci beaucoup, Zena Merci Birachel. Nanette. Et ravi de vous avoir reçu à Beyrouth. Moi aussi. Revenez nous voir souvent. Avec plaisir. Je suis née avec plein de cheveux sur la tête. Puis j'ai grandi. Tchoum, 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 tchoum. Et ça ne s'est pas arrangé. Je me souviens que ma mère passait des heures entières tous les matins à essayer de dompter mes boucles. Un jour, elle en a eu assez. Elle a décidé de m'emmener chez le coiffeur. On va chez le coiffeur.
Toi? Ouvrage qui s'appelle Aux frontières de la soif. On se reconnaît, on n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous, des amis je n'en ai plus beaucoup. Ketli Mars, bonsoir. On s'excuse pour cette petite interruption technique. Donc avec vous, on va voyager loin, très loin, en Haïti, un très beau pays qu'on découvre aussi grâce à votre ouvrage qui s'appelle Aux frontières de la soif. C'est cet ouvrage-là que vous venez signer au Liban. Et ce qui est poignant, c'est que l'ouvrage, vous le dédiez aux survivants du séisme de 2010. Est-ce que la littérature peut aider un peuple en détresse? Ça, c'est une question très difficile, mais oui, je peux le dire. Et dans le cas d'Haïti en particulier, c'est un cas très paradoxal d'un pays du tiers-monde, d'un pays sous-développé, mais qui est riche d'une telle culture qui étonne le monde aujourd'hui. Notre littérature, eh bien, elle traverse les frontières et nos écrivains sont connus d'un peu partout, traduits un peu partout. Et je pense que oui, la culture et l'art en particulier est la carte de visite principale d'Haïti. Vous êtes né en 58 à Port-au-Prince, vous êtes une voix majeure de la littérature de votre pays et vous êtes auteur de 5 romans qui sont miroirs de votre sphère natale, haïtienne. Est-ce que vous pensez que, vous êtes très réaliste aussi, vous décrivez dans vos ouvrages la réalité comme elle est et vous décrivez souvent les dérives de votre pays. Oui. Donc pourquoi les dérives en particulier? Eh bien, Haïti, c'est une histoire de dérive. On connaît très mal Haïti, c'est par cliché, nous avons une presse très négative. Mais si on fait un petit recul, Haïti, c'est un pays, le premier pays noir du Nouveau Monde à avoir obtenu son indépendance. Et depuis 1804. Et dans le temps où l'Occident était encore esclavagiste, c'est une geste, c'est héroïque, c'est vrai, mais qui a été marginalisé, occulté. Et des esclaves qui deviennent indépendants en 1804, c'est pas facile de se redresser pour construire un pays. Donc c'est une conséquence. Je dirais que l'histoire de notre pays, c'est une suite de dérives aussi, une suite de beauté, de gestes héroïques, mais aussi de beaucoup de difficultés qui, malheureusement, jusqu'à présent, nous maintiennent dans une situation très difficile. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans votre pays, par exemple? Je pense que c'est le fait de la pauvreté des gens. Parce que la pauvreté, quand on est dans la pauvreté, on a du mal à garder sa dignité. Je pense que c'est ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut travailler beaucoup, c'est sur notre dignité. Parce que c'est un peuple très jeune, 50% de la population haïtienne est âgée de moins de 25 ans. Oh. Et ces jeunes-là ont besoin de croire en leur avenir, de croire en des possibilités. Ils sont là, ils sont prêts, ils ont beaucoup de bonne volonté, ils ne demandent qu'à être aidés. C'est pourquoi vos personnages sont jeunes, qu'il y a une histoire d'amour dedans. Et puis, donc à travers tout ça, vous essayez de mettre en relief. Absolument. Ce roman peut paraître un peu noir parce qu'il a été écrit dans un moment, je ne dirais pas de découragement, mais quand même dans un moment sombre. Parce qu'après un tremblement de terre de l'ampleur de celui que nous avons connu, on passe par des moments difficiles. Mais je ne perds jamais espoir. Je laisse toujours un fil ténu, mais là, vivant et exigeant. Et 3 ans après le séisme, qu'en est-il de Haïti maintenant? Vous Eh bien, sentez 3 que... ans après, ça va mieux. C'est-à-dire qu'en termes des conséquences directes du séisme, eh bien, on les voit moins, ils sont moins évidents. Il y avait eu 1 million de sinistrés qui sont à 75% relogés. Beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'efforts sont questionnables, mais je dois dire qu'aujourd'hui, ça va mieux. On voit maintenant aussi, à l'heure où l'on parle, le Premier ministre libanais qui se balade dans les couloirs du salon. Il y a toujours cette vie, cette animation continue. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'à travers ce salon-là, à Beyrouth, on est en train de rencontrer des personnalités d'univers si différents, comme vous, par exemple, qui nous parlent chacun de son coin du monde en français. C'est ça aussi la francophonie pour vous? Absolument. Et la francophonie, vous savez, et je commence à comprendre son étendue, son importance que maintenant, à mon âge certain, et puisque le français, petite fille, m'a été imposé. Nous le parlons, c'est notre langue officielle avec le créole, mais pour nos parents, c'était un passage obligé. Les enfants devaient parler français et des fois, ça nous embêtait. Ça un peu braquait notre spontanéité. Mais aujourd'hui, je comprends mieux la portée de cette langue, les horizons qu'elle nous ouvre et c'est magnifique. Et le créole, c'est très différent du français?
Bon, ça prend vite. Je trouve que pour les étrangers, apprendre, qui ne sont pas francophones, quand ils viennent en Haïti, eh bien, ils apprennent plus vite le créole que le français, qui est quand même une langue difficile. Merci beaucoup, Kathleen Mars, pour toutes ces informations, pour nous avoir ouvert cette fenêtre sur Haïti, Merci un à pays vous. qu'on aimerait visiter un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se connaît depuis la rue des écoles. On a grandi, on a goûté les alcools. Aujourd'hui, dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Thomas Lavacherie, Rémi Courgeon, bonsoir. Bonsoir. Alors je commence par vous, Thomas Lavacherie. Vous êtes vainqueur du concours Jeunes Critiques Libanais, auquel ont participé des élèves du cycle complémentaire des écoles privées et publiques. Pour évidemment leur choix de la colère des MacGregor que je montre à l'écran. Pourquoi ils sont en colère, les MacGregor? Oh, je vais le porter Oh. là. Écoutez, c'est un titre particulier parce que c'est pas le titre que j'aurais choisi. Ah bon, vous auriez choisi quoi ? Ça devait s'appeler La Malédiction des MacGregor. Et puis mon éditeur, ayant remarqué qu'il y avait beaucoup de titres qui étaient sortis précédemment avec le mot malédiction, nous a fait changer. Et du coup, ce titre, La Quelle colère des bénédiction, MacGregor, alors. oui, voilà, n'est plus aussi judicieux que l'était la Malédiction des MacGregor. Donc je suis en peine de vous répondre. Mais pourquoi ils sont en colère, ces MacGregor, cette Ben, famille? C'est la question que je lui posais. Oui, voilà, mais c'est bon. ça. Mais bon, Il faut juste raconter aux téléspectateurs Oui, alors que c'est à l'argument, cause de... le résumé de l'histoire, c'est un petit garçon qui trouve dans le grenier de On lui sa a- On lui a grand-mère confié la des clé. objets cette clé. dans lesquels sont prisonnières les âmes de ses ancêtres. Oh. Et ça, c'est suite à une malédiction, qui est la malédiction des MacGregor. Et est-ce qu'il va pouvoir découvrir les âmes de ses ancêtres sans tout Ah, il va dévoiler pouvoir du les livre? rencontrer, il va pouvoir leur parler par télépathie, et puis Et est-ce que il ça va se être passer des choses. terrifiant, justement? Oh, je pense Ou que ça peut rassurant, faire plutôt. un petit peu peur à certains moments, mais c'est pas non plus trop terrifiant. non. Vous écrivez pour quelle tranche d'âge, Thomas Alors, Lavacherie? d'habitude, c'est pour des adolescents un petit peu plus âgés, mais ici, c'est un cas tout à fait particulier où j'ai écrit en collaboration avec une classe de CM2. Et ça a fait que mon niveau d'écriture, que le public auquel ce texte s'est finalement destiné était un petit peu moins âgé que les adolescents auxquels je m'adresse d'habitude. Donc Et- d'habitude, c'est plutôt les 12-120 ans, comme je dis 12-120 toujours. ans. Pour rigoler, mais en fait c'est vrai, ce sont des romans d'aventure que j'écris et qui sont pour tous les âges. Et dites-moi quels sont les ingrédients nécessaires pour plaire aux jeunes de cet âge? Alors ça, il n'y a pas de recette et je vais vous dire une chose, heureusement. Sinon tout le monde l'aurait adopté. Voilà, et- sinon tout le monde pourrait l'adopter et voilà, chaque écrivain a ses... Qu'est-ce qui fait votre succès, du coup? Si tant est que j'en ai. Ouais. Non, mais vous en avez, ce sont des romans qui sont... Enfin, mon travail est beaucoup basé sur l'imagination. On pourrait croire que tous les romanciers ont besoin d'imagination, c'est faux. Il y a des romanciers qui s'inspirent beaucoup de leur propre vie, par exemple. Il y a des romanciers qui sont des gens qui font passer beaucoup d'idées dans leurs romans. Moi, ma carte maîtresse, si vous voulez, dans mon jeu, mon atout, c'est l'imagination. Et dites-moi un truc, dans la préface, vous dites que vous avez écrit cet ouvrage avec des élèves de Oui, 5e. oui. C'est moi qui ai rédigé, Oui. mais à partir de leurs idées. Ben, c'est super, parce que là, il y a toute cette interaction. On sait ce qu'ils veulent à cette tranche d'âge précise. Oui, ça c'est sûr que j'avais un public qui était en même temps les créateurs, les co-créateurs de Et les l'histoire. futurs lecteurs, c'est super. Et c'est les ça. futurs lecteurs, oui. Vous passez beaucoup de temps avec des jeunes de cet âge? Ah ben, quand on était écrivain jeunesse, on va très souvent dans les classes, on fait beaucoup de rencontres scolaires.
moi j'aime beaucoup ça, donc oui, j'en fais quand même pas mal. Hein. Vous en avez fait au Liban? Oui. Là, dans le cadre du salon, n'est-ce pas? Vous allez dans les écoles. Racontez-nous un peu dans quelle région vous avez été. J'ai surtout fait des rencontres ici, au salon. Au salon, et donc et c'était des écoles de Beyrouth. C'est les écoles qui venaient. Voilà, très c'est ça. bien. Mais c'était de très belles rencontres, oui. Rémi Courgeon, je m'adresse à vous maintenant. Bonsoir. Vous êtes, vous, vainqueur également, mais du concours Lecteur Junior qui s'adresse, lui, aux élèves du cycle primaire. Des écoles aussi, privées et publiques du Liban. Ils ont aimé votre album Pas de ciel sans oiseaux. Et moi, j'ai adoré le titre. Bon, on remarque donc que dès le début, on entre dans l'action là, quand vous dites ce jour-là, à l'heure de midi, il était 3 heures. J'ai beaucoup aimé ce début. Racontez-nous un peu plus à propos de cet album. L'album raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui sait tout fabriquer de ses mains. Je suis assez fasciné par ces gens qui savent tout faire. Ah, les artisans. Alors, qui sont des artisans de génie. Voilà. Oui. Et ce vieux monsieur qui vit tout seul, on vient le chercher dans le village pour tout réparer. Et un jour, un petit garçon arrive avec dans les mains un truc cassé. Et ce truc cassé, c'est un rouge-gorge. Et le vieux lui dit, bah ça mon petit bonhomme, je peux rien faire. Voilà. Et puis le gamin pleure et le vieux prend l'oiseau et puis bougonne en faisant la réponse qu'il donne d'habitude. Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Il pose l'oiseau sur la table de la cuisine, le gamin s'en va et il se dit, oh, quand il va revenir, il faudra quand même que je lui explique qu'à un certain moment ça s'arrête et c'est définitif et tout ça, la vie, la mort. Et puis, par réflexe, il prend l'oiseau et il va regarder comment c'est fait. Alors, il va dans son atelier, il le dissèque, il le regarde, il est admiratif par toute la finesse de ce petit oiseau magnifique. Il y passe 3 heures et au bout de 3 heures, il entend un petit quick quick et le rouge-gorge est réparé. Donc, le petit garçon, quand il revient le soir, le vieux lui donne son oiseau, le gamin repart comme s'il lui avait réparé sa trottinette avec et à ce moment-là, beaucoup d'imagination. Voilà, le vieux décide qu'il va fabriquer des oiseaux, des vrais oiseaux. Très joli. En fait, quel style faut-il pour intéresser les jeunes du primaire? C'est petit. Quel style faut-il pour intéresser une tranche d'âge? Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel style va les intéresser. On écrit des histoires, peut-être que pour ma part, j'écris les histoires que j'aurais bien aimé qu'on me raconte quand j'étais gamin. Voilà. Et après, je ne sais pas si ça marche ou pas. Et après ça, je suis ravi quand je suis invité, quand des enfants libanais décident que ce livre-là, ils l'ont choisi, ils l'aiment. On est dépassé par ça. On est forcément très heureux, quoi. Bon, justement, merci beaucoup Rémi Courgeon. Et merci à vous également. Il faut demander également et dire merci à Blandine Yazbek qui est en charge à l'Institut français de la section jeunesse. Merci encore de votre intervention. Merci. Shahin Shahadeh et Maria Rosario Lazati, bonsoir. Bonsoir. Chez Tamiras, vous sortez, on va montrer le livre Le Pois Chiche, donc aux éditions Tamiras. Le pois chiche, synonyme péjoratif, de synonyme péjoratif à celui d'ingrédient de base des plats de la Méditerranée. Il y a une distance que vous avez franchie avec le pois chiche qui, comme son nom l'indique, est un livre de recettes issu d'un rapprochement entre l'Italie et le Liban. Vous êtes italienne, vous êtes libanaise, on l'avait deviné au nom. Et pour ne pas faillir au thème de ce salon, les mots des autres, il est édité en français et en anglais. Et l'italien, il est où? Non, approchez vos micros s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Non, pas des éditeurs italiens. C'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. Bon. Claude Shahin Shahadeh et Maria Rosario Lazati, le pois chiche, c'est votre dénominateur commun? Le pois chiche et la lentille. Oui, on va y arriver, c'est la suite de la lentille. Oui. Alors comment a eu lieu votre rencontre?
On se connaît depuis longtemps et il y a quelques années, en 2007, en fait, nous avons commencé des ateliers de cuisine à Londres où nous habitons toutes les deux. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de faire des livres de cuisine et en fait il fallait choisir un ingrédient qui était commun aux deux et qui était très pointu comme la lentille et puis par la suite c'était le pois chiche. Alors Maria Rosario Lazzati, vous donnez des cours de cuisine linguistique, une remise à jour d'italien au fourneau. Vous avez déjà quelques publications à votre actif, dont évidemment la lentille que nous venons d'évoquer. Premier volet de la collection, Les Méditerranéennes avec Claude Shahin Shahadeh. Et maintenant c'est au pois chiche de débarquer. Le pois chiche, je dirais, dans tous ses états et ses vertus. Ses vertus, plein de vertus, oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il a été un peu dénigré, ce pois chiche? Il a été souvent dénigré, mais le fait qu'il ait survécu pendant 8000 ans, c'est preuve que c'est un ingrédient qui est de base et un ingrédient qui est bon pour la santé. Et qui Une plaît, vertu et principale qui plaît. du pois chiche? D'abord, il n'y a pas de gras. Ensuite, c'est très facile à mélanger du point de vue une vertu culinaire. On peut mélanger ça avec d'autres ingrédients du point de vue. Ça s'adapte à tous les arômes, à tous les goûts. Et puis on a la farine de pois chiche. Oui, Alors, bien ça sûr. va être sans gluten et ça c'est très bien pour les intolérances alimentaires. Bon, est-ce que toutes les recettes, et ça c'est super dans les livres de recettes qu'on voit en ce moment, sont précédées d'un petit commentaire qui relate son historique ou qui parle d'une recommandation, qui donne un conseil, une façon de faire du livre de recettes un petit journal intime? Un petit journal, oui. C'était important, non? C'était très important parce que nous vivons à l'étranger à Londres depuis 20 ans, 30 ans, 37 ans, Claude. Et alors, c'est important d'explorer nos passés, les recettes, la famille, le pays d'où nous venons. Qu'est-ce que l'Italie a apporté au Liban et vice-versa? L'Italie a apporté au Liban, moi je crois, avec les pois chiches, la pâte avec les pois chiches, parce qu'on a beaucoup de ça dans la cucina povera. Et le Liban a apporté beaucoup de légumes avec les pois chiches et même les poissons avec les pois chiches. Ça, c'est une nouvelle idée, mais qui a bien marché. Alors, dernier petit mot avant de clôturer. Le livre est très joliment illustré de photos qui sont les vôtres. Oui. Ça, c'est pas très fréquent par contre. Elles sont magnifiques, les photos. Merci. Je vous remercie toutes deux d'être venues nous voir et bonne chance pour la suite du programme. Revenez avec le 3e volet qui sera... On ne sait pas encore. Ah, vous ne savez pas encore. On peut faire ses commandes. On peut faire ses commandes déjà. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous retrouve demain. Au revoir.